L'ouverture est compromise. L'enquête s'arrête ici. Action 1, you must link the first flame. Ou, Bonjour dans tout le votre monde cas, et bienvenue dans notre survivre à la analyse commission d'aujourd'hui. parlementaire. On plonge tête première dans un dossier qui brasse vraiment beaucoup de concepts. Oui, bonjour. C'est tout un programme aujourd'hui. Fait qu'on va partir de la télévision de masse, on va traverser les neurosciences, puis on va aboutir carrément dans la philosophie politique. La thématique qu'on explore, c'est tous fraudeurs, tous coupables. Exact. Et pour faire ça, on s'appuie sur un rapport académique super exhaustif qui décortique l'impact psychologique, mais aussi neurocognitif des médias sur notre cerveau. Et sur la société en général, ouais. Le point de départ concret de cette étude, c'est un événement médiatique précis. La diffusion, le 7 novembre 2025, d'un documentaire belge sur la chaîne RTL TVI. Un documentaire qui a fait pas mal de bruit. Beaucoup de bruit, oui. Ça s'appelait « Sans boulot, tous fraudeurs » et c'était réalisé par le journaliste Christophe de Borsou. Et c'est là qu'il faut faire une petite pause, juste pour préciser quelque chose de super important pour les gens qui nous écoutent. Oui, tout à fait. Notre but aujourd'hui, c'est vraiment pas de prendre parti politiquement Non. ou de faire le procès d'une chaîne de télé en particulier. Non, on laisse la chicane médiatique de côté. Absolument. En tant que rapporteurs impartiaux, notre mission, c'est de comprendre la mécanique scientifique derrière ce type de contenu. On se base strictement sur les données cliniques, sociologiques et philosophiques de nos sources. On veut analyser ce qui se passe biologiquement dans le corps humain quand on regarde ça. D'accord, décortiquons un peu tout ça. Parce que le rapport met tout de suite en lumière un paradoxe assez énorme entre l'image perçue du fraudeur social puis la réalité des chiffres. Ce qui est tout à fait fascinant ici, c'est que les chercheurs nous disent d'arrêter de voir les médias de masse comme de simples diffuseurs d'informations neutres. C'est plus juste une télécommande puis un écran. C'est ça. La sociologie démontre que ce sont devenus des outils hyper puissants de modelage cognitif et affectif. Diffuser un contenu très chargé en stéréotypes, ça fabrique de toutes pièces ce qu'on pourrait appeler un ennemi de l'intérieur. Une vraie ingénierie du consentement, comme le dit le rapport? Exactement. C'est pensé pour polariser l'opinion. Pour bien saisir comment ils font ça, le rapport analyse une scène super précise du documentaire, l'histoire d'une allocataire qu'on va appeler Jacqueline, mettons. Le fameux cas Jacqueline. Ouais. Fait qu'à l'écran, ils utilisent une technique de cadrage redoutable, le framing. On nous présente Jacqueline qui reçoit 1 400 € d'aide sociale. Ce qui est la réalité de son aide à elle. Mais au montage, ils additionnent artificiellement ce montant-là à la pension de retraite de son mari. Puis là, gros plan à l'écran, ils affichent un revenu de 3 000 €. Ben oui, le but de cette opération, c'est tellement clair. Il s'agit de masquer la précarité réelle du ménage pour créer une illusion totale d'opulence indue. Comme si tout cet argent-là tombait du ciel à cause de l'assistanat. C'est ça. En attirant l'œil du public sur le 3 000 €, le documentaire donne l'impression d'une oisiveté calculée. C'est l'ingénierie du consentement en action. Ça crée un rituel de mépris public. On détourne l'attention des vrais problèmes économiques, dans le fond. Exact. On pointe du doigt les supposées failles morales des individus pour surtout pas critiquer le système en place. Fait que visuellement et narrativement, le choc est fort, sauf que quand on regarde les vraies statistiques de l'État, le contraste factuel est incroyable. La dissonance cognitive est majeure. Les sources montrent que l'opinion publique, baignée dans ce genre de médias, est persuadée que le taux de fraude sociale tourne autour de 24 à 27 %. Les gens pensent qu'un quart du système est frauduleux. Alors que la réalité structurelle chiffrée par l'État, c'est de 1 à 2 %. C'est rien. Pour donner un ordre d'idée, en 2023, les services d'inspection ont mené plus de 117 000 enquêtes. 27 000. Là. Et ils ont récupéré environ 22 millions d'euros. 22 millions sur un budget d'État, c'est C'est une erreur d'arrondissement. Mais à la télé, c'est présenté comme une hémorragie systémique. fou. Puisque le documentaire occulte totalement, le grand non-dit de toute cette histoire, c'est le non-recours. Ah, l'éléphant dans la pièce. Les données académiques prouvent qu'entre 37 et 51 % des gens ne réclament même pas le revenu d'intégration sociale auquel ils ont droit. Ils le demandent pas pantoute. Non. Et chez les aînés, c'est pire. Jusqu'à 59 % ne touchent pas leur garantie de revenu, la GRPA. Mais ça, on n'en parle pas. Fait que si la réalité économique, c'est pas la fraude, pourquoi une chaîne de télé produit ça? C'est quoi l'économie du scandale derrière? C'est très rentable. Le rapport estime qu'un documentaire comme ça coûte entre 60 000 et 80 000 € à produire. C'est pas si cher pour de la grande écoute. Pas du tout.
Et ça génère une rentabilité énorme en captant l'indignation. Bien sûr, ça crée des plaintes. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel a été saisi pour incitation à la discrimination. Sauf que le processus juridique est super long, non? 9 jours minimum via le Conseil de déontologie journalistique. 90 jours. Oui. Et pendant ces 3 mois-là, RTL a le temps de diffuser, rediffuser, faire le buzz et d'encaisser les revenus publicitaires. Le temps que l'amende arrive, si elle arrive, le profit est déjà fait. La chaîne gagne à tout coup. Mais c'est ici que ça devient vraiment intéressant, parce qu'on délaisse l'aspect télévisuel pour rentrer dans la tête des gens, le désastre neurocognitif. C'est le cœur du problème. Qu'est-ce qui arrive physiquement au cerveau d'une personne qui subit ces stéréotypes-là? On parle ici du concept de la menace du stéréotype. C'est issu des recherches de Claude Steele et Joshua Aronson. Et ça a été appliqué au chômage par des universités francophones, je crois. Oui, par des chercheurs de l'UC Louvain et de Lorraine, Bourguignon, Hermann, Desmet. Leurs études montrent que quand une personne ciblée regarde une émission qui la traite d'incompétente ou de profiteuse, son cerveau fige. Fige comment? La personne est tellement terrorisée à l'idée de confirmer ce stéréotype-là que ses capacités intellectuelles s'effondrent. Toute son énergie mentale sert à gérer cette peur. Fait que la volonté de chercher un emploi, par exemple, ça en prend un coup. Les chiffres de l'étude sont frappants là-dessus. Très frappant. L'index de volonté d'entreprendre des démarches, qui est normalement de 4,04, chute à 3,93 sous cette menace. Donc, la télé reproche aux gens d'être apathiques, mais c'est l'émission elle-même qui détruit leur motivation. C'est une prophétie autoréalisatrice. Exactement. La personne finit par adopter l'apathie qu'on lui reprochait au départ. Et physiologiquement, ça s'explique par la neurobiologie de la honte. L'axe HPA, c'est ça? Oui. Le système de stress du corps. Oui, le mépris public déclenche un stress psychosocial massif. Le corps se met à libérer des tonnes de cortisol. Et le cerveau humain n'est pas fait pour nager dans le cortisol en permanence. Il y a une méta-analyse super large là-dessus, d'ailleurs? Celle de Shield? Oui. Sur près de 2500 personnes, elle prouve que cette inondation de cortisol provoque littéralement une atrophie des dendrites dans le cortex préfrontal. Le cortex préfrontal, c'est un peu le centre de commandement, celui qui gère la logique, puis les dendrites s'atrophient. C'est mesurable cliniquement? Totalement. On observe une baisse significative de la mémoire de travail et une chute de la flexibilité cognitive. Les chiffres mentionnent un effet de moins 0,197 pour la mémoire et moins 0,300 pour la flexibilité. C'est énorme. Ça veut dire qu'apprendre de nouvelles choses, s'adapter, ça devient physiquement presque impossible. Et ça ne s'arrête pas à la mémoire. On parle d'impacts médicaux graves. Ce stress prolongé explique plus de 27 % de l'apparition d'idées suicidaires ou de comportements d'automutilation chez les personnes stigmatisées. C'est un véritable enjeu de santé publique. Sans compter la stigmatisation structurelle dans les hôpitaux. C'est la partie qui m'a vraiment jeté à terre dans le rapport. Le corps médical qui est influencé par la télé. Oui, les médecins minimisent souvent la douleur physique des personnes en situation de précarité. Un patient arrive avec de vraies douleurs, mais à cause du stéréotype du fraudeur ou du plaignant, on lui dit que ce sont des simples nerfs. Fait qu'ils n'ont pas les bons traitements. C'est d'une violence inouïe. C'est pour ça que la stratégie numéro 1 de ces individus, c'est le camouflage. L'étude Indigo montre que 72 % des personnes ciblées tentent de cacher leurs conditions de chômeur. Par honte. Par honte pure. Mais maintenir cette façade-là, cette hyper-vigilance de tous les instants, ça épuise le peu de ressources mentales qui leur restent. C'est un cercle vicieux implacable. Mais là, si on prend un peu de recul, si l'on relie cela à une vision plus globale, au niveau macroéconomique, c'est là qu'on entre dans la psychopolitique. C'est un concept théorisé par le philosophe Byung-Chul Fallon. Ouais, l'analogie est super intéressante. Avant, pour contrôler les gens, on utilisait la contrainte physique, le biopouvoir de Foucault, la prison, la chaîne de montage de l'usine. Le pouvoir s'exerçait sur les corps. Mais aujourd'hui, avec le capitalisme néolibéral, le rapport explique que le pouvoir s'exerce sur l'esprit. Par la séduction, l'injonction à être toujours positif, toujours performant, le psychopouvoir. Et c'est en comprenant ça qu'on saisit la véritable cible de ce genre de documentaire. L'ironie est cruelle, mais l'émission ne vise pas vraiment à punir les chômeurs. Non. C'est qui la cible d'abord? Sa fonction principale, c'est de terroriser la population active, les travailleurs. Ah, ça c'est brillant. D'un point de vue cynique, bien sûr. Absolument. En créant de toutes pièces cette figure infamante du fraudeur, on inculque une pédagogie de la peur. Fait que le travailleur régulier qui est déjà épuisé, il regarde ça à la télé et il se dit «
je veux surtout pas finir comme ça. Exactement. Il est tellement terrifié à l'idée de se retrouver un jour de l'autre côté de la barrière, d'être humilié publiquement, qu'il accepte de s'auto-exploiter. Il tolère des conditions de travail dégradées. C'est de l'ingénierie sociale pure et simple. C'est ce que les penseurs Mauricio Lazarato et Bernard Stiegler appellent la noopolitique. Le capitalisme cognitif. Dans ce système-là, la matière première, c'est plus le charbon ou le pétrole. C'est le temps de cerveau disponible. Et Stiegler va loin avec son idée de prolétarisation de la sensibilité. Qu'est-ce qu'il veut dire par là, au juste? Il fait un parallèle avec la révolution industrielle. À l'époque, les machines ont volé le savoir-faire manuel des artisans. Aujourd'hui, les médias de masse volent notre savoir-vivre. Notre capacité à penser par nous-mêmes. Oui. Nos réactions intimes, nos réflexions nuancées sont remplacées par des réactions émotionnelles automatiques programmées par les écrans. Fait qu'on nous dicte quand être fâché, quand avoir peur. Ce qui fait penser directement au roman 1984 de George Orwell. Tout à fait. La chercheuse Erika Gottlieb utilise cette analogie. Le documentaire télé agit exactement comme les 2 minutes de la haine dans le roman d'Orwell. C'est un rituel de culte public. Oui, où on canalise la haine de classe vers le bas. Au lieu de critiquer les élites ou le système, on dresse les travailleurs pauvres contre les chômeurs. Et pendant qu'on se bat entre nous en bas de l'échelle, les codes d'écoute explosent et le système reste intact. Ça crée, comme le dit le rapport, une misère symbolique. L'espace public est complètement vidé de toute réflexion démocratique. C'est une guerre pour notre attention, tout simplement. Alors, au bout du compte, qu'est-ce que tout ça veut dire? On a commencé par une banale émission de télé du dimanche soir. Et on termine avec un désastre de santé publique. C'est ça. La stigmatisation médiatique, c'est pas juste un dérapage journalistique. C'est un désastre neurocognitif mesurable en laboratoire. Ça détruit la matière grise des gens ciblés, puis c'est une arme de gestion politique pour faire porter le fardeau des failles économiques aux individus plutôt qu'au système. C'est pour ça que toute personne qui s'informe aujourd'hui doit en prendre conscience. L'attention est notre ressource la plus précieuse. Le rapport lance un appel à une écologie de l'esprit. Faut protéger notre cerveau comme on protège l'environnement. Il faut protéger nos capacités cognitives des contenus qui sont spécifiquement conçus pour nous épuiser émotionnellement. Et nous garder dans la peur. Cela soulève une question fondamentale avec laquelle on devrait tous repartir aujourd'hui. Je vous écoute. Si notre cortex préfrontal, la partie de notre cerveau responsable de l'imagination, de la planification et de la flexibilité, si cette partie-là est systématiquement atrophiée par un environnement médiatique saturé de mépris et de peur du déclassement, Oui. est-ce qu'il nous restera collectivement l'énergie neurologique nécessaire pour concevoir de nouveaux modèles économiques basés sur la solidarité au lieu de la compétition? C'est toute une réflexion. Et si l'appauvrissement de notre imagination sociale n'était pas un accident, mais la conséquence biologique directe de ce que nous regardons? Wow! C'est fort. Et si c'était le but depuis le début, finalement? On va laisser cette idée-là infuser. Merci infiniment pour cet échange, d'avoir décortiqué ces liens entre la neurobiologie puis la manipulation médiatique. C'était vraiment éclairant. Avec grand plaisir. Et merci à tout le monde d'avoir exploré ça avec nous aujourd'hui. Fait que prenez soin de votre écologie mentale, questionnez ce qu'on vous montre à l'écran et surtout continuez de cultiver votre esprit critique. À la prochaine!